Let's see what we got. All the way up. Got it! Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it. He's got it. Chauncey Billups hits the three. With the steal and the drive. Lays it up. Lays it in. Count that baby. And a foul. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des Detroit Pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après 2 épisodes centrés sur les Bad Boys et leur duel contre les Celtics à la fois sur les terrains et en dehors, on va cette fois-ci retourner en arrière pour vous parler d'un joueur que j'adore. On part dans les années 60, à une époque où les images en couleur viennent à peine d'arriver et où il n'y a même pas encore de ligne à 3 points en NBA. C'est aussi une époque où les Pistons ne sont pas vraiment une bonne équipe. On a déjà pu le dire 2-3 fois dans ce podcast. Et pourtant, dans cette décennie, il y a un joueur qui me fascine, c'est Dave DeBusschere. Ceux qui ont déjà lu le top 100 all-time Pistons que je m'étais amusé à faire sur le site en 2018 et 2019, eh bien ils savent que j'ai mis Dave DeBusschere 7ème de ma liste, ce qui peut surprendre parce qu'en fait on pense jamais à lui quand on pense aux légendes des Pistons. Et pourtant, DeBusschere c'est un incroyable joueur qui a été, on va dire, gâché lors de ses années dans la Motor City, principalement à cause de l'amateurisme qui régnait dans cette franchise à l'époque. Mais ça, vous inquiétez pas, je vais vous raconter tout ça en détail. Mais si on n'associe pas immédiatement Dave DeBusschere aux Pistons, c'est surtout parce qu'on l'associe principalement aux Knicks de New York avec qui il a gagné 2 titres NBA. Et ça, c'était un vrai problème pour moi quand j'ai commencé à préparer cette chronique. Est-ce que je racontais uniquement l'histoire de DeBusschere via son passage à Détroit, mais bon, dans ce cas-là, je ratais toute une partie importante de sa carrière? Ou alors, est-ce que je sortais de mon cadre et que je vous parlais de son passage aux Knicks avec le risque de rater des choses importantes, parce que ma connaissance de la franchise de New York, c'est pas la même que celle de Détroit, j'ai fini par trouver une troisième solution qui est bien meilleure. En fait, moi, je vais vous raconter en détail le personnage Dave DeBusschere comme je le fais habituellement dans les chroniques de Motor City, et je vais vous raconter toute sa partie à Détroit, chez les Pistons, c'est celle qui m'intéresse principalement. Et puis, au moment où DeBusschere sera transféré aux Knicks, pour la toute première fois depuis le début des chroniques de Motor City, je vais passer la main. Et je vais la passer à quelqu'un de confiance, puisqu'il s'agira de Ben, du site knicksbooks.com, qui est un énorme passionné des Knicks, et qui sera la personne la mieux placée pour vous raconter la suite de la carrière de Dave DeBusschere. Donc voilà, j'espère que cette nouveauté va vous plaire, et j'espère surtout qu'à deux, on va réussir à vous faire aimer le joueur Dave DeBusschere. En tout cas, on vous promet un seul truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses très sympas à raconter. Allez, c'est parti! La toute première chose que j'ai envie de vous raconter à propos de Dave DeBusschere, c'est son surnom. Très rapidement, il sera appelé Big D. Et si, quand on parlera de son jeu, vous comprendrez que c'est le D de Defense, pour l'instant, c'est également le D de Detroit, parce que oui, Dave DeBusschere, c'est un pur produit de la Motor City. En fait, il grandit à Détroit, au sein d'une famille de catholiques, mais attention, des vrais de vrais. Et en fait, tout ça, ce combo famille catholique des années 50 couplée à l'esprit col bleu de Détroit, ça donne une famille DeBusschere très modeste, mais où tout le monde fait les sacrifices qu'il faut pour que la famille vive bien. Et grâce notamment à ces sacrifices, le petit Dave, il va pouvoir intégrer l'école préparatoire d'Austin, en gros ce qui se fait de mieux dans l'éducation à Détroit. Et c'est justement dans cette école qu'il va faire ses premières armes et montrer ses premiers talents de basketteur. Au lycée, Dave DeBusschere est très largement au-dessus de tout le monde, et notamment pour sa dernière année, son équipe va réussir l'exploit de se qualifier en finale du titre de l'État du Michigan de classe A, où Austin va faire face à Benton Harbor. Et là où ça devient intéressant, c'est que ce lycée est justement celui de Chet Walker, qui est à peu près l'autre lycéen très important de l'État, qui a été drafté en NBA plus tard en 1962 et qui sera même élu au Hall of Fame en 2012. Bref, ce match c'est un événement avec plus de 12 000 fans présents ce soir-là. Et autant dire
qui ne seront pas déçus, puisque Dave Debuschire va se régaler avec 32 points, et même s'il est exclu pour 6 fautes lors du 4e quart-temps, il aura donné assez d'avance à son équipe, qui s'imposera finalement 71-68, et qui terminera un parcours incroyable avec 23 victoires et 0 défaite. Donc vous vous en doutez, toutes les facs de NCAA veulent alors Dave Debuschire. Mais comme je vous l'ai dit, on parle de Big D, D comme Détroit. Et c'est donc assez naturellement que lui, Dave Debuschire, choisit la fac locale, l'université de Détroit. Et là, vous la connaissez, puisque c'était celle du coach Dick Vitale dans les années 70, celle de John Long ou celle de Terry Tyler, deux futurs joueurs des Pistons dont on avait parlé dans l'épisode sur la revitalisation des Pistons. Je vous avais déjà expliqué à l'époque que le programme basket de l'université de Détroit n'était pas très réputé, et effectivement, même du temps de Dave Debuschire, il n'y aura pas eu d'énormes résultats. Alors Debuschire, il n'a rien à se reprocher, il est énorme, mais malgré tout ça, l'université n'arrivera à se qualifier qu'une seule fois en 3 saisons dans le tournoi NCAA, et encore, elle se fera sortir au premier tour. Par contre, je vous l'ai dit, Dave Debuschire, il tient ses promesses, et sur l'intégralité de son cursus, il affiche des moyennes incroyables. 24,8 points et 19,4 rebonds, soit 2 records pour l'université qui sont encore valides aujourd'hui, tout comme un autre record qui est son match à 39 rebonds. Mais ce que vous devez savoir également, c'est qu'à l'université, Dave Debuschire ne joue pas qu'au basket. Je vous l'ai dit, c'est un athlète incroyable, et même s'il est très très fort sur un parquet, il l'est tout autant sur un terrain plus vert, puisqu'il joue au baseball en tant que lanceur. Et pas pour s'amuser, non, avec un vrai gros niveau et des statistiques qui étaient parmi les meilleures de l'histoire de la fac. Il joue tellement bien que les Detroit Tigers, l'équipe professionnelle de MLB de la Motor City, donc la ligue majeure, ils souhaitent le recruter au début de l'année 1962. À l'époque, il n'y a pas encore de draft en MLB et les Tigers proposent donc un contrat à Dave Debuschire qui va quitter la fac. Mais il pose une seule condition, c'est qu'il se consacre exclusivement au baseball et qu'il abandonne le basket, notamment parce qu'il y a beaucoup de bruit sur son éventuel draft avec l'été qui arrive. Sauf que Dave Debuschire, il veut toujours continuer à jouer dans les deux sports et refuse cette condition. Mais il va quand même trouver une autre équipe de ligue majeure, ce sera les Chicago White Sox qui lui proposent un contrat en étant un peu moins regardant et en le laissant continuer à jouer au basket. Et donc, en avril 1962, à la fin de son cursus universitaire, Dave Debuschire fait ses débuts comme professionnel en MLB au baseball. Mais quelques jours avant le début de la saison de baseball, a eu lieu aussi la draft NBA. Et à cette époque-là, le Territorial Pick est en vigueur en NBA. Je vous en avais parlé lors de la chronique de Motor City dédiée à Dave Bing, mais en gros, le Territorial Pick, c'était une procédure qui permettait à une équipe de bloquer un joueur avant le début de la draft, à la seule condition qu'il soit formé à proximité du lieu de résidence de la franchise. Et donc vous vous en doutez, le 26 mars 1962, les Pistons décident de bloquer immédiatement Dave Debuschire, qui est formé à l'université de Détroit, donc sur lequel ils avaient la priorité. À ce moment-là, résumons un peu. Entre avril et octobre 1962, Dave Debuschire joue en MLB avec les Chicago White Sox, avec lesquels d'ailleurs il joue 12 matchs. Et à la fin de la saison de baseball, il débarque comme rookie chez les Pistons. Et autant vous dire que sa toute première saison va être réussie. Dave Debuschire est immédiatement titulaire poste 3 dans cette équipe des Pistons et sa production va dépasser les attentes. 12,7 points, 8,7 rebonds et 2,6 passes décisives en 29 minutes, ce qui lui vaut tout simplement d'être élu dans la All-Rookie Team. Et dès cette première saison, Dave Debuschire va aussi montrer pourquoi le D de Big D veut aussi dire defense. En fait, il est immédiatement, dès sa saison rookie, l'un des tout meilleurs défenseurs de la ligue, capable de totalement éteindre les meilleurs intérieurs, mais aussi les meilleurs extérieurs adverses. Globalement, tout de suite, on devine un joueur très polyvalent. Il montre qu'il est capable de porter la balle ou de shooter dans le périmètre. Dave Debuschire ressemble en fait au joueur capable de tout faire, et plus les semaines passent, plus il se sent à l'aise. Notamment grâce à lui, les Pistons finiront 3e de la division Western, et oui à l'époque, où ils affronteront au premier tour les 2e, les St. Louis Hawks. Alors, les Pistons seront globalement trop limités et s'inclineront 3-1, mais Dave Debuschire, il améliore encore ses stats. Il passe de 12 à 20 points et de 9 à 15,8 rebonds sur la campagne. Et encore mieux, sur le seul match que gagnent les Pistons, le Game 3, il pose un match énorme avec 23 points et 26 rebonds, de quoi très bien finir sa saison rookie.
Mais comme je vous l'ai dit, la vie de Dave DeBusschere va à 100 à l'heure. Il finit son dernier match de playoff avec les Pistons le 26 mars 1963 et se retrouve sur les terrains de baseball avec les White Sox moins d'un mois plus tard, le 21 avril. Et sa deuxième année de baseball, elle est encore plus riche, avec 24 matchs joués cette fois-ci, dont 10 comme titulaire et des stats en hausse, même si je ne peux pas vous en dire plus puisque je ne suis pas un énorme spécialiste. En tout cas, Dave DeBusschere reste tout l'été avec les White Sox jusqu'au 2 septembre où il dispute son dernier match de la saison de baseball. Pile à temps pour revenir au training camp des Pistons qui reprennent leur saison, eux, début octobre. Vous vous en doutez, ce rythme de vie ne sera pas tenable et Dave DeBusschere va payer fort sa double casquette puisqu'il se fracture la jambe après seulement 15 petits matchs de la saison régulière de basket, 63-64. Et bien, sans lui, les Pistons coulent et n'accrochent que 23 petites victoires. L'ambiance est d'ailleurs détestable cette année-là, avec un coach qui s'appelle Charles Wolf et qui traite ses joueurs comme des militaires. Et avec les résultats qui ne suivent pas, eh bien la méthode autoritaire a de plus en plus de mal à passer. Pour vous donner un ordre d'idée, les séances d'entraînement avec lui, c'était des pompes, des abdos et des sortes de grands discours sur la vie que faisait le coach à ses joueurs, et ça a traumatisé notamment Reggie Harding qui se souvient d'un détail très particulier. Nous devions lever la main si nous voulions aller aux toilettes. Et puis, l'autre problème de la franchise à cette époque-là, c'est que leur salle, la Cobo Arena, restait désespérément vide avec les gens de Détroit qui ne se déplaçaient pas et qui préféraient suivre d'autres sports que le basket. En gros, le futur, il n'était pas très joyeux à Détroit. La seule éclaircie, c'était Dave DeBusschere qui est remis sur pied à la fin de la saison de basket 1964, ce qui lui permet une nouvelle fois de retourner jouer au baseball. Mais cette fois-ci, il a appris de ses erreurs et se limite à jouer en ligue mineure, en championnat AAA, toujours avec les White Sox. Donc vous connaissez le manège maintenant, Dave DeBusschere joue sa troisième saison de professionnel au baseball d'avril à septembre et revient à Détroit dans la Motor City pour commencer la saison NBA 64-65. Et ça va être une saison très importante pour lui. Fred Zollner, le propriétaire des Pistons, embauche quelques jours après le début de la saison un nouveau general manager qui s'appelle Don Watrick et lui demande une seule chose. Faites ce que vous voulez, mais faisons avancer les choses. Il se trouve que les Pistons, malgré un Dave DeBusschere à 100% physiquement, eh bien ils ont commencé la saison avec seulement 2 victoires pour 9 défaites. Et là, comme premier mouvement, eh bien Watrick décide de réagir et de virer le coach Wolf. Mais la grande surprise, c'est qu'il va proposer la place d'entraîneur à Dave DeBusschere. À seulement 24 ans, le meilleur joueur des Pistons, qui a déjà un double job de baseballeur-basketteur, eh bien, il a maintenant l'opportunité de devenir le plus jeune entraîneur de la NBA. Eh bien, Dave DeBusschere prend son courage à deux mains et accepte la proposition. Il sera entraîneur-joueur des Pistons à partir d'aujourd'hui. Dave DeBusschere, one of the 3 playing coaches in the league, was really the bread and butter player of the Detroit Pistons. Ce move de Watrick, eh bien, il est très très malin. Il sait que les Pistons n'intéressent pas vraiment les gens de Détroit, mais par contre DeBusschere si. Il est l'un des leurs, et surtout c'est une star du lycée et de l'université locale qui ont beaucoup plus d'engouement à l'époque que les franchises NBA. Et cet engouement, justement, il se traduit dans les chiffres, puisque à partir du moment où Dave DeBusschere devient coach des Pistons, il y a du monde dans la Cobo Arena prêt à payer pour voir jouer les Pistons, avec une fréquentation en hausse de 70%. Bien sûr, il n'y a pas que pour sa popularité que Dave DeBusschere a été placé comme coach. Watrick, il a également vu chez lui des qualités que les joueurs de son âge, 24 ans je le rappelle, n'ont pas. D'ailleurs, la première décision du coach DeBusschere, c'est de supprimer tout exercice de musculation à l'entraînement. Et puis, il a également très rapidement pacifié son vestiaire, et là je vais vous donner quelques exemples. Il a aidé Joe Caldwell, qui était une sorte de trou noir en attaque, en l'écartant et en lui disant qu'il pourrait revenir uniquement quand il serait capable de passer la balle et de défendre. Il a également redonné confiance à Eddie Miles et à Rod Thorne, 2 joueurs qui avaient énormément souffert du règne autoritaire de Charles Wolf, qui les remettait sur le banc à chaque fois qu'ils rataient un tir. Dave DeBusschere leur a simplement demandé de jouer leur jeu, et effectivement, une fois libérés, les 2 joueurs ont considérablement amélioré leurs statistiques. Et puis, sur une note un peu plus légère, Dave DeBusschere a également évacué toute la pression qui régnait dans la franchise en dédramatisant les défaites. Par exemple, il jouait lui-même de l'harmonica lors des retours en bus que les Pistons aient gagné ou aient perdu. Et il faut dire que la méthode Dave DeBusschere a très rapidement fonctionné. Les Pistons ont gagné 5 de leurs 7 premiers matchs avec Dave DeBusschere comme entraîneur-joueur.
Malheureusement, le problème était beaucoup plus large à Détroit et comme l'équipe manquait de talent tout au long de l'année, eh bien, le premier bilan de Debussy a été à peine correct avec 29 victoires pour 40 défaites. C'était évidemment trop court pour se qualifier en play-off, mais c'était correct pour une première expérience d'entraîneur, notamment quand on était entraîneur-joueur et qu'on n'avait que 24 ans. Et en fait, c'est sans doute l'entraîneur de Baltimore, Buddy Janet, qui faisait le meilleur constat de cette situation. Le plus gros problème de l'entraîneur Dave Debussy, c'est qu'il n'a pas le joueur Dave Debussy sur le terrain quand il coach. Et puis, il faut également que je vous précise que les Pistons avaient probablement offert le poste de coach à Dave Debussy pour essayer de l'éloigner tout doucement du baseball. Il y retournera une dernière fois pour la saison 1965, toujours en Ligue mineure, mais ce sera cette fois-ci sa dernière année. Maintenant qu'il n'est pas seulement joueur, mais qu'il est aussi entraîneur, eh bien il est obligé de faire le choix d'arrêter définitivement le baseball. Et ça marche, puisque les 2 saisons suivantes, en 1965-1966 et en 66-67, eh bien ce seront les 2 meilleures saisons de la carrière de Dave Debussy, qui sera toujours entraîneur et joueur. Il devient All-Star pour la première fois, mais surtout, il confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Il se montre capable de s'imposer parmi les géants de la NBA pour marquer sous le panier. Il shoot dans le périmètre quand il en a besoin, et puis il remonte la balle comme un meneur. Le tout en défendant sur le meilleur joueur adverse, intérieur comme extérieur, et en prenant plus de 10 rebonds par match. Le seul problème de cette équipe de Pistons, hormis le manque de talent global, c'est que Dave Debussy, eh bien, il se fatigue énormément avec sa double casquette, alors que c'est lui le meilleur joueur de l'effectif. À la fin de la saison 66-67, il est complètement à bout de force et les Pistons décident enfin de le libérer du coaching à 8 matchs de la fin en nommant son ancien coéquipier et ancien assistant Donnie Butcher. Et là encore, c'est une très bonne idée, puisque la saison suivante, en 68-69, Dave Debussy va faire la meilleure année de sa carrière avec 17,9 points et 13,5 rebonds. Il est libéré de sa casquette d'entraîneur, il est libéré du baseball, c'est un basketteur complet, ça sera sa meilleure saison individuelle, mais aussi collective, puisque les Pistons gagnent cette saison-là 40 matchs, soit leur meilleur bilan depuis leur arrivée dans la Motor City. Il y a aussi l'arrivée de Dave Bing, dont on a parlé dans ce podcast, qui fait énormément de bien à Dave Debussy. Et les deux arrivent à qualifier les Pistons en play-off. Ce sera une défaite au premier tour, mais ils perdent seulement, entre guillemets, 4-2 contre les Celtics de Bill Russell, futur champion. C'est presque un miracle pour cette équipe des Pistons. En tout cas, Dave Debussy est heureux dans un rôle enfin simplifié. Ça a vraiment été un soulagement pour moi d'abandonner le coaching. Je réalise que je n'étais pas en mesure de tout contrôler. À partir du moment où je n'ai eu à me préoccuper que de moi, j'ai fait ma meilleure saison. Je marquais plus de points, je prenais plus de rebonds, je défendais mieux, je faisais tout mieux. Si vous pensez qu'à ce moment-là, tout a l'air d'être idyllique à Détroit, eh bien malheureusement, c'est bientôt la fin de Dave Debussy dans la Motor City. Alors que tous les feux pourraient être au vert, le coach Donnie Butcher est remplacé après 22 matchs lors de la saison 1968-1969. Pourtant, son bilan n'est pas horrible avec 10 victoires et 12 défaites, mais le propriétaire Fred Zollner décide de le remplacer par un autre coach, Paul Seymour. Et Seymour n'a qu'une seule idée en tête, relancer la franchise. Sauf que Détroit n'est pas une destination prisée par les free agents, surtout pas à cette époque, et qu'il n'y a pas de joueur de renom dans le roster. Enfin, s'il y en a bien un, mais c'est le taulier Dave Debussy, l'enfant de la Motor City, celui qui a accepté la double casquette joueur-coach à seulement 24 ans sans rien dire, quitte à gâcher ses premières années et qui a réussi à qualifier son équipe en play-off en faisant sa meilleure saison en carrière dès qu'il a été libéré du poids du coaching. Et pourtant, Paul Seymour, lui, ne voit que la valeur marchande que représente Dave Debussy. Et après seulement 7 matchs comme coach, il convainc son propriétaire d'accepter une proposition des New York Knicks qui envoie Walt Bellamy et Howard Commives en échange de Dave Debussy. C'est brutal, c'est injuste et c'est aussi symptomatique des errements de la franchise à cette époque-là. Mais effectivement, à 28 ans, donc dans ses meilleures années, Dave Debussy doit quitter pour la première fois la Motor City. Et comme je vous l'ai dit en intro, l'histoire ne va pas s'arrêter là cette fois. Il y a encore beaucoup trop à raconter sur Dave Debussy qui n'avait effectivement pas encore atteint son maximum à Détroit. Donc, je vais laisser la main à Ben qui va vous raconter la suite de la carrière de Dave Debussy, clairement ses meilleures années, une fois aux New York Knicks. Wearing 21 today, and 22 Dave Debussy. Hey, in the Knicks lead. Perfect shooting thus far as we have a tie game at 6.
Dave DeBusschere débarque à New York en décembre 1968. Il débarque à la World Most Famous Arena, le Madison Square Garden flambant neuf dans sa dernière version 4, inauguré en 1968, pour une équipe des Knicks de New York qui sont en pleine ascension. Depuis l'arrivée de Eddie Donovan au front office des Knicks au début des années 60, après une crise très longue des Knicks sans playoff, il a su s'entourer des bonnes personnes et de construire petit à petit cette équipe qui a un jeu basé sur une très forte défense, une circulation de balles très rapide, un jeu collectif avec du shoot extérieur et une domination à l'intérieur pour une relation intérieur-extérieur des plus efficaces, mais basée toujours sur un fort collectif. Cette idée de jeu, cette forme de jeu, elle est introduite dès le début des années 60, quand Eddie Donovan prend en main l'équipe et qu'il nomme comme coach l'ancienne star locale Dick Maguire, qui pour rappel a son numéro raccroché au plafond du Garden. Un jeu définitivement collectif, à l'image du joueur, mais encore une fois, avec une forte défense, du shoot et des relations intérieures-extérieures très fortes. Et à l'intérieur, les Knicks ont une arme qui domine la ligue, malgré que nous soyons dans une époque de géants. Car les années 60 en NBA, c'est Will Chamberlain, c'est Bill Russell, tous ces monstres en fait de la NBA. Néanmoins, il y a un joueur qui en tire son épingle et qui donnera notamment beaucoup de frères à Will Chamberlain, c'est bien sûr The Captain Willis Reed. Drafté en 1965 par Eddie Donovan, rookie de l'année, il enchaîne sa carrière et il domine sur les parquets. Red Holzman est aux commandes. Et cette équipe se construit. Walt Frazier est arrivé, Phil Jackson est arrivé, Bill Bradley est également arrivé. Dans cette équipe, en fait, les victoires s'enchaînent après début d'année 60. Très difficile. Avant l'arrivée de Dave DeBusschere, les Knicks commençaient à retrouver les playoffs, mais il y avait toujours quelque chose qui bloquait un petit peu. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un jeu avec beaucoup de collectifs, beaucoup de circulation de balles, et à l'intérieur, on va retrouver Willis Reed en poste 4 et Walt Bellamy. Walt Bellamy, un monstre physique qui a dominé son époque, pourtant peu connu, car dominé par les légendes de l'époque. Son portrait est à retrouver sur le Knicks Book, je vous invite à le relire, mais à cette époque, il y a des tensions entre Bellamy et Reed, parce que Willis Reed, son poste, c'est pas 4, mais c'est 5. Et ce trade pour Détroit de Walt Bellamy va complètement débloquer la situation. En échange, Dave DeBusschere va s'intégrer parfaitement au collectif des Knicks, était exactement la pièce qu'il manquait, comme le disait Willis Reed. L'arrivée de Dave DeBusschere a solidifié l'équipe, m'a permis de retrouver mon poste de pivot. Les choses ont été plus simples pour Walt Frazier et nous sommes devenus une très bonne équipe de basket. Avec cette nouvelle arme, les Knicks sont alors irrésistibles. Bien entendu, malgré la défaite contre les Celtics de Bill Russell en 1969, les Knicks vont enfin accéder à leur premier titre en 1970 contre les Lakers de Los Angeles de Jerry West et Will Chamberlain à l'issue d'un match 7 d'anthologie, comme vous le savez, grâce à la performance notamment de Willis Reed. Les Knicks confirment, entre-temps se joignent à l'équipe Jerry Lucas, Earl de Pearl Monroe et les Knicks vont remporter un autre titre en 1973. Une année après seulement, à seulement 33 ans, Dave DeBusschere va décider de prendre sa retraite en tant que joueur. Mais c'est pas tout. Ça n'est pas fini de Dave DeBusschere avec les Knicks et avec la NBA. Mais en fait, il va quand même faire une parenthèse un petit peu dans sa vie avec la NBA et avec les Knicks, parce qu'il va traverser l'Hudson, et oui, pour retrouver une autre équipe de basket, mais qui n'est pas en NBA à ce moment-là, c'est les New Jersey Nets. Ce départ à l'époque est vu comme une véritable trahison. Et tu m'étonnes, il part chez les rivaux locaux, les Nets, les New Jersey Nets, qui ont toujours voulu être à New York depuis le début de leur histoire, toujours. Et ce départ vers les Nets est une des raisons pour lesquelles le maillot de Dave DeBusschere sera bien retiré au Madison Square Garden, et il est toujours accroché au plafond du Madison Square Garden, mais il sera retiré bien plus tard dans son histoire. Alors, qu'est-ce qu'il va faire chez New Jersey Nets ? À l'époque, les New Jersey Nets, ils jouent dans la ligue concurrente de la NBA, la ABA, la ABA en français. C'est une ligue qui a été fondée en 1967. Premier commissionneur, peut-être vous le connaissez, peut-être vous le connaissez pas, mais il a fait beaucoup de mal aux Knicks, celui-là aussi, il s'appelle George Mikan. C'était la première grande star de la NBA dans les années 50, un homme très grand, et qui jouait pour les Minneapolis Lakers. Futur Los Angeles Lakers. Pourquoi il nous a fait du mal ? Parce qu'il nous a battus régulièrement en finale. Je vous rappelle que les Knicks dans les années 50, c'est 3 finales NBA avec les Leipzig Boys, pas une de gagnées, il y a de quoi avoir des regrets. Alors George Mikan, il est le commissionnaire de cette ligue, la ABA, dont font partie les Nets, tout comme les Denver Nuggets, les Pacers de l'Indiana et les Spurs de San Antonio. Donc c'est une ligue qui a amené différentes choses à la NBA, notamment le tir à 3 points qui n'existait pas à l'époque en NBA. C'est une ligue qui était très orientée vers le jeu offensif. Ils ont aussi amené les pop-up girls qui n'existaient pas avant en NBA.
Et Dave DeBusschere, donc, il prend la direction des New Jersey Nets. Il devient le président du club. Je vous rappelle qu'il a à peine 33 ans. Après une carrière de joueur, d'entraîneur-joueur à Détroit, de joueur en NBA, double champion NBA, monsieur a 33 ans est déjà président des Nets de New Jersey. Il va réaliser un coup mémorable qui va marquer bien entendu l'histoire des Nets, mais pas que des Nets. On peut dire que ça a marqué l'histoire de la ABA, la NBA, du basket américain en général. Et vous le comprendrez très vite parce qu'il va signer le superstar de l'époque, Julius Erving, qui va développer sa notoriété clairement sous le maillot des Nets. Je vous rappelle que Julius Erving, c'est l'idole de Michael Jordan, et Michael Jordan, c'est l'idole de tout le monde. C'est un joueur qui a un impact majeur dans le basket américain, dans le basket mondial, celui qui a amené le basket dans les airs, clairement. Et cet homme-là, qui l'a signé, qui l'a mis en avant, c'est Dave DeBusschere. Dave DeBusschere, il essaie de négocier avec les dirigeants, les propriétaires des Knicks pour pouvoir venir jouer au Madison Square Garden. Mais c'est niet, c'est non. Il faut savoir que ça a toujours été l'obsession des Nets. Une histoire, un problème identitaire, mais les Nets ont toujours voulu jouer à New York. Et encore une fois, à cette époque, ils ont essayé. Dave DeBusschere, ayant le réseau, pensant pouvoir connaître du monde, ça allait passer, ça n'est pas passé. Et la NBA, malgré que ça se passe plutôt bien, elle a quand même des difficultés pour tenir la concurrence avec la NBA. Et donc, la NBA, ça leur fait un petit peu d'ombre également. Un projet de fusion est sur la tête. C'est un moment important pour la NBA, mais peu de temps avant, en fait, Dave DeBusschere va être beaucoup plus impliqué que ça dans la fusion parce qu'il va devenir, en fait, le commissionnaire de la ABA. Donc, l'équivalent aujourd'hui d'Adam Silver en NBA ou de David Stern auparavant, il va devenir le patron de la ABA. Je vous rappelle, joueur, entraîneur-joueur, joueur des Knicks, double champion des Knicks, président des Nets à 33 ans, et maintenant monsieur est commissionnaire de la NBA et négocie la fusion avec la NBA. Et cette fusion se fait, les Nets, de leur côté, ne pouvant venir à New York et ne pouvant obtenir le marché new-yorkais et devant déménager et trouver une nouvelle salle, se retrouvent avec des gros problèmes financiers et n'ont pas d'autre choix que de vendre le contrat de Julius Erving. Et oui, on connaît la suite pour Julius Erving, mais aussi pour les Nets de New Jersey. Pendant ce temps, donc les deux ligues fusionnent. Dave DeBusschere n'a pas tout à fait réussi le projet qu'il avait pour les Nets de les ramener à New York. Et malgré son succès avec la signature de Julius Erving, il décide de revenir à New York et chez les Knicks en tant que dirigeant. Dave DeBusschere, il revient à New York à la fin des années 70 dans un climat un peu de flottement, un peu de frustration. En fait, les Knicks ont commencé la reconstruction après la dynastie qui a gagné 2 titres. Le deuxième titre était en 1973, mais bien entendu, certains sont partis, certains ont pris leur retraite, comme Dave DeBusschere, comme Willis Reed notamment, et l'équipe a été reconstruite autour du jeune Walt Frazier qui maintenant a les clés de l'équipe, est entouré aussi d'autres joueurs, mais dans un style complètement différent de ce qu'on avait avant. En effet, on a notamment le Bob McAdoo qui est présent, un joueur surhumain, assez méconnu parce que assez sous-connu, on va dire, malgré son talent, étant donné la longue carrière de John Hammond qu'il a eu à travers la NBA et à travers le monde. Mais néanmoins, il y a des joueurs talentueux dans l'effectif. On va retrouver notamment, qui va être drafté par les Knicks, c'était Bill Cartwright, qui était une superstar à l'université et qui a même été All-Star lors de sa première saison rookie. Mais tout ça, la mayonnaise ne prend pas vraiment. Willis Reed revient en tant que coach, mais se fait virer. Red Holzman revient également en tant que coach, mais ça marche pas vraiment. Tout ça marche pas vraiment. Les Knicks draftent un des plus grands talents qu'on verra chez les Knicks et dans la NBA, qui est bien connu en France, et notamment par Jacques Monclar, c'est Michael Ray Richardson, Sugar Ray Richardson, qui avait un talent incroyable, mais qui malheureusement sera victime du New York des années 80, c'est-à-dire la drogue, notamment la cocaïne, et il sera banni de la NBA à vie par David Stern. Ce sera d'ailleurs le premier coup de force de David Stern dans l'histoire de la NBA. Son portrait est également sur le Knicks Book. Mais Dave DeBusschere arrive dans ce contexte et étant donné que l'équipe stagne un petit peu, des décisions sont prises et Dave DeBusschere devient le président des Knicks en 1982. Et sa première action en tant que président des Knicks, ce sera de recruter Hubie Brown en tant qu'entraîneur. Hubie Brown qui va très rapidement demander le trade de Sugar Ray Richardson qui ne tient plus la cadence dû à ses problèmes extra-professionnels. Et Dave DeBusschere va trader Sugar Ray contre un autre joueur mythique des Knicks de New York. C'est Bernard King en provenance des Golden State Warriors avec l'histoire que l'on connaît bien entendu.
Entre-temps, Bill Cartwright, qui était une superstar de l'NBA, se blesse et ne va presque pas jouer pendant 2 années. Des gros problèmes notamment au pied. Et à son retour, il sera plus tout à fait le même, mais néanmoins, De Bouchier lui fera toujours confiance. Et puis dans sa carrière de président, il y a bien entendu ce grand moment, ces images que vous avez sûrement tous déjà vues, où il va décrocher le premier pick de la draft de 1985. Là, c'est pas une question de talent, c'est une question de chance, mais ça marque l'histoire. Et De Bouchier, c'est ça. Parce que quand on reprend toute l'histoire, en fait, dans des Knicks de New York et de Bouchier, l'histoire est longue et l'histoire est importante, et même l'histoire dans l'NBA, parce qu'il prend des décisions, il a des impacts très importants sur toute l'histoire de la ligue. Et donc, notamment, il y aura cette draft donc de Patrick Ewing, qu'il aura avec le premier choix en 1985. Entre-temps, il aura fait venir également Trent Tucker, qui va marquer aussi l'histoire des Knicks à sa façon. Et malgré toutes ces choses qui ont été faites, qui ont été amorcées par Dave De Bouchier, et même si, en fait, hormis la draft d'Ewing, elles n'auront pas une portée sur du très long terme dans l'équipe des Knicks, car l'équipe sera reconstruite ensuite, il y a quand même des choses qui coincent entre De Bouchier et les propriétaires des Knicks. Ils vont notamment lui reprocher la re-signature de Bill Cartwright malgré sa blessure à un prix d'or, et c'est vrai que la carrière de Bill Cartwright ne sera plus jamais la même par la suite, et ce sera même une source de tension parce qu'à son retour il doit, comme à l'époque de Willis Reed et de Walt Bellamy, il doit se partager la raquette avec Patrick Ewing, et cette situation crée des tensions entre Ewing et Cartwright qui mèneront au trade de Bill Cartwright pour récupérer à Chicago, pour récupérer l'historique, le magnifique, le terrible Charles Oakley pour protéger la raquette. Mais néanmoins, cette re-signature de contrat de Bill Cartwright sera fatale en fait à Dave De Bouchier qui en 2003 sera viré. Hubie Brown prendra la porte également. Sûrement que De Bouchier devait supporter Brown qui lui ne s'entendait pas du tout avec les propriétaires, et ceci sera fatal au niveau du basket. C'est un joueur qui aura à la fois amené des titres à New York, qui aura aussi permis l'émergence de Julius Erving, qui aura négocié la création de la NBA dans sa formule actuelle après la fusion avec la NBA, qui aurait été à l'origine au niveau des Knicks de la draft de Patrick Ewing bien entendu, mais également l'arrivée de Bernard King et de Hubie Brown. Et c'est ainsi que sa carrière s'arrête très tôt, encore une fois, car Dave De Bouchier faisait tout extrêmement tôt. Et malheureusement en 2003, alors qu'il marche dans les rues de Manhattan, il s'effondre soudainement et il sera victime d'une crise cardiaque en 2003. Il a seulement 63 ans. Vous l'aurez compris à la fin de cet épisode, échanger Dave De Bouchier alors qu'il l'avait malmené pendant ses premières saisons a été la plus grande erreur des Pistons des années 60-70, une erreur qu'ils ont payée très cher par la suite. Alors que la franchise n'avait pas de grands joueurs, elle a préféré laisser partir le seul vrai basketteur de son équipe. Et juste pour info, Paul Seymour, donc arrivé en cours de saison et qui a eu la tête de Dave De Bouchier, n'est même pas revenu comme coach la saison suivante. Avec Dave Bing et Dave De Bouchier pendant plusieurs années, Détroit aurait peut-être pu créer quelque chose de grand. Bing, en tant que meneur atypique, capable de marquer des tonnes de points, aurait pu soulager De Bouchier du fardeau offensif en le laissant être un facilitateur et en restant l'énorme défenseur qu'il était, soit à peu près ce qu'on a vu ensuite chez les Knicks. Au lieu de ça, on a eu Walt Bellamy qui n'a joué que 109 matchs dans la Motor City avec des chiffres en constante baisse, et Howard Commies qui était un bon joueur pour Détroit, mais loin, très loin d'atteindre le niveau de Dave De Bouchier. En fin de compte, Détroit a souffert jusqu'à la draft de Bob Lanier, mais même là, ça n'a pas été suffisant et la franchise a traversé les années 70 sans aucun vrai coup d'éclat. Je suis content, très content qu'on ait pu vous parler avec Ben de Dave De Bouchier, dont le nom est trop rarement cité aujourd'hui. En fait, on avait là l'un des prototypes avant-gardistes du joueur polyvalent, excellent attaquant qui aurait pu tirer à 3 points si la ligne avait été inventée à son époque, mais surtout défenseur incroyable, nommé dans la All Defensive Team au cours de chacune des 6 premières années d'existence du prix, c'est-à-dire de 1969 à 1974. Et surtout, c'était sans doute la meilleure représentation à l'époque du basketteur col bleu comme on l'aime dans la Motor City. C'est la fin de ce podcast. Merci à vous. Il ne me reste plus qu'à vous dire que les chroniques de Motor City, comme d'habitude, sont disponibles partout. Sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer et sur les applis de podcast comme Podcast Addict sur Android. Vous pouvez également soutenir le podcast en laissant un commentaire ou une note sur Apple Podcasts pour aider à faire découvrir les chroniques. Et si vous voulez en savoir plus sur les Knicks,
de cette époque ou sur les Knicks tout court d'ailleurs, c'est sur le site de benknicksbooks.com. Merci à lui d'ailleurs de m'avoir accompagné pour raconter l'histoire de Dave DeBusschere. De notre côté, ce sera notre dernier épisode de l'année. Le reste du mois de décembre sera occupé par le calendrier de l'Avent. Donc en attendant, je vous invite à me retrouver sur Twitter @MotorCityPod et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et je vous retrouve quand même très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.